En aquesta sessió de tarda tenim els casos internacionals, veureu que tenim universitats i escoles, en aquest cas ho hem acollit tot, perquè era la manera que veiem més factible, sobretot per tot el tema de la traducció simultània, que si no era molt complexa. Llavors, we are starting this afternoon with Christiane Smuckle-Mollard. She has lived and worked as an architect and urban planner in Paris since 1977. She has been architect and chef des Monuments Historiques since 1982, a board member of the French Academy Architecture since 1993, and an ICOMOS France board member since 1996. As a specialist of the built heritage, Christine has been vice president of ICOMOS and remains an ICOMOS expert for the UNESCO World Heritage Center, and especially for 20th century architecture. She wins in 2018, just last year, the World Monuments Fund Knoll Modernist Prize for the rehabilitation of the Karl Marx School in Villejuif, France. That this is the project that she's going to explain us this afternoon. So. Hello. I present you le groupe scolaire Karl Marx d'André Lursa avec le titre « Restaurer et adapter dans le respect de l'authenticité d'un monument historique majeur du mouvement moderne ». Lors de son inauguration, qui attira plus de 20 000 personnes, ce groupe scolaire, édifié par l'architecte français André Lursa en 1933 à Villejuif, fut qualifié de la plus belle école de France. Le groupe scolaire de Villejuif est aujourd'hui considéré comme l'œuvre la plus achevée d'André Lursa et comme un classique de l'architecture internationale de l'époque. Les bâtiments avaient été conçus selon les principes fonctionnalistes en mettant en avant la simplicité et la logique des formes. André Lursa avait mis l'accent sur la transparence et l'apport maximum de lumière naturelle. Au début du XXe siècle en France, la réglementation préconisait une séparation de l'école avec le monde extérieur. Mais Lursa prit le parti d'ouvrir complètement le rez-de-chaussée par de grandes parties vitrées permettant de voir depuis la rue jusque dans la cour de récréation. Conscient des bienfaits de la lumière et du soleil, l'architecte a orienté les cours des préaux et les grandes baies vitrées des salles à rez-de-chaussée, tandis que les hauts murs des couloirs distribuent les classes au nord. Le long bandeau des fenêtres hautes laisse pénétrer la lumière du jour jusque dans les classes dont les cloisons sur le couloir sont à 3/4 vitrées. En couronnement et en grande ouverture sur la toiture du bâtiment, vers le monde extérieur, l'architecte a installé un solarium avec des banquettes de repos et des pergolas qui aujourd'hui ont disparu, mais qui étaient pour les enfants une manière de prendre le soleil, à une période où la tuberculose était très forte à Paris. À la fin des années 1930, le groupe scolaire de Villejuif était très mal entretenu. Son environnement social avait changé. Le collège connaissait une recrudescence de la violence. La signification culturelle du groupe scolaire n'était presque plus perceptible et risquait d'être perdue à jamais. Le classement des monuments historiques en 1996 apporta les subventions qui permirent de proposer au département du Val-de-Marne, le propriétaire, une restauration de l'ensemble avec pour objectif de répondre aux nouveaux programmes et de restaurer les bâtiments tout en préservant leur intégrité.
À l'issue des 7 années d'études que j'ai dirigées comme architecte en chef des monuments historiques, le nouveau programme devait permettre d'augmenter les surfaces et d'adapter l'œuvre de l'URSSA aux normes et règlements de sécurité, tout en préservant son authenticité. Les travaux furent achevés en 2013, avec un coût total de 20 millions d'euros pour une surface de 8000 mètres carrés. Ce budget, qui est celui d'une construction neuve, permit de sauver l'édifice majeur des années 30. Les premières études du groupe scolaire d'André Lursa, qui n'avait cessé de fonctionner comme une école depuis sa création, ont concerné l'évaluation de l'authenticité des lieux. Après la construction d'une aile dans la cour par André Lursa en 1947, les bâtiments n'avaient subi pratiquement aucune transformation, une seule cependant, la fermeture d'un des préaux, un rez-de-chaussée, pour augmenter la surface du restaurant des élèves situé au milieu du bâtiment principal. La structure poteau-poutre et voile de béton, les planchers et la terrasse étaient en bon état de conservation. Les remplissages en blocs de béton de marque Attermann Knappen offraient une bonne isolation répondant aux normes actuelles. Les enduits extérieurs, bien que micro-fissurés aux endroits de changement de matériaux, ont pu être conservés par micro-injection et remaillage ponctuel dans un mortier de même nature, de même couleur. Ils furent recouverts d'une légère couche de badigeon de chaux de la couleur des enduits d'origine. Les châssis vitrés qui avaient été posés en retrait du nu extérieur des façades par l'URSSA dans les années 60 n'étaient plus étanches. Ceux-ci furent dérestaurés au sens positif du terme, en ramenant les châssis au nu de la façade comme à leur état d'origine. La mise en œuvre de double vitrage performant anti-UV de 10 mm d'épaisseur a permis de recourir à un profil proche de celui des châssis d'origine, dont quelques exemplaires avaient été conservés. Le bon état des réseaux, des radiateurs en fonte très performants, permit une conservation du système de chauffage d'origine. Grâce à la hauteur de 4 mètres sous plafond des salles de classe et des vastes couloirs de circulation, le renouvellement naturel de l'air fut jugé efficace et suffisant. Il fut donc possible d'éviter l'installation de nouvelles gaines d'aération. À l'intérieur, bien que ponctuellement détériorés, les carreaux de grès du revêtement des sols et les revêtements de faïence des simèses des couloirs et des classes purent être conservés à 90%. Ils furent complétés en reproduisant à l'identique les 10% manquants, grâce à une société allemande à Berlin. Enfin, pour répondre au nouveau programme national pour les collèges qui imposait des classes techniques de grande dimension et la nécessité de créer un restaurant avec une cuisine professionnelle, j'ai proposé la reconversion du gymnase devenu trop petit pour le transformer en réfectoire et avec la création d'une aile pour refermer les cours le long du mur en mitoyen. Le gymnase d'origine ne répondait plus aux besoins et aux normes actuelles. La seule intervention nécessaire pour répondre aux contraintes acoustiques fut la mise en œuvre, dans les caissons de la charpente de bois, d'une épaisse couche isophonique cachée sous une peau tendue de la couleur du matériau d'origine retrouvé sur les murs. Ici, vous voyez une dégustation par le cuisinier au moment de l'ouverture de la cuisine, de la grande cuisine du réfectoire.
Dans le bâtiment principal, les espaces originellement dévolus au restaurant sont aujourd'hui affectés au centre de documentation, qui est très logiquement situé au centre et au rez-de-chaussée entre les préaux. Les travaux intérieurs de cet espace ont permis de retrouver les peintures de Jean Lurçat, connues par des photographies de 1933. Elles avaient été recouvertes de plusieurs couches de peinture. L'aile basse, nouvelle, d'expression très contemporaine, est venue fermer le cloître. Et voici sur le plan l'aile que j'ai proposée en fermeture des cours, perpendiculaire à l'aile ajoutée par André Lurçat en 1947. Elle se glisse comme une longue boîte de verre sous un auvent de protection, voulu comme une réponse neutre face à l'œuvre d'André Lurçat. Elle est cependant très sophistiquée d'un point de vue constructif, avec des fondations spéciales et des micropieux fondés dans un terrain de très mauvaise qualité. Le classement parmi les monuments historiques imposait le respect de l'œuvre d'André Lurçat, mais permettait aussi de proposer des adaptations aux normes en vigueur sur les collèges neufs, comme la hauteur des classes par exemple. L'éclairage artificiel des salles de cours et des couloirs de distribution ayant été jugés suffisants, les luminaires d'origine furent copiés pour en augmenter le nombre. Quelques concessions aux matériaux d'origine furent nécessaires, dans certains cas très limités, les matériaux d'origine ayant complètement disparu, comme les poignées de porte et les interrupteurs, pour lesquels un modèle proche de l'origine a été retenu. La restauration de l'espace des vestiaires du gymnase transformé en restaurant et la réutilisation des salles annexes en salles de réunion et foyers des élèves a soulevé la question de la restauration des surfaces de pavés de verre qui avaient été remplacées par de grands skidômes dans les années 60. Et les 2 pavés de verre conservés permirent de restituer les dalles de verre et de les reproduire à l'identique dans les dimensions d'origine. Les couleurs des peintures d'origine retrouvées après sondage et études stratigraphiques furent restaurées à l'identique avec une surface lisse et mate. La tonalité gris-bleu des murs des classes des garçons fut retenue pour l'ensemble des classes et le jaune clair pour les cloisons. À l'origine, il y avait une école de filles et une école de garçons. Aujourd'hui, évidemment, les classes sont mixtes. Curieusement, les classes de filles étaient roses, d'un rose tellement affreux qu'on a tous choisi le bleu des garçons pour restaurer l'ensemble du collège. Mon expérience positive de cette restauration-adaptation à de nouveaux usages d'un édifice clé du mouvement moderne m'invite à conclure en insistant sur le fait que les éléments suivants sont les conditions d'une bonne restauration. Premièrement, il est toujours préférable de tenter de conserver l'usage d'origine d'un bâtiment du mouvement moderne ou de rechercher un usage adapté à la conservation de ses caractéristiques. Et dans notre cas, le gymnase transformé en restaurant ne posait pas vraiment de problème. Une étude très approfondie menant à un projet réfléchi est nécessaire pour que l'équipe architecte, utilisateur et entreprise ait une parfaite connaissance et une bonne compréhension de l'édifice. Au début du chantier, j'ai remis à l'entreprise toutes les études, c'est-à-dire 7 années d'études sur l'ensemble des matériaux et des volumes, ce qui lui a permis d'être convaincue
et de m'aider à restaurer l'édifice de la meilleure manière qui soit. Il est toujours préférable de conserver plutôt que de restaurer. C'est facile à dire, mais il y a parfois des enjeux économiques, techniques, réglementaires, et il est nécessaire d'avoir exploré toutes les solutions avant de procéder à une adaptation par remplacement d'une partie d'un édifice. Dans le cas particulier du collège de Villejuif, l'impact social de la restauration, achevée en 2013, a été très positif et à la hauteur de celui vécu au moment de l'inauguration de l'édifice en 1933. Le coût total de la restauration-rénovation a été exactement le même que celui de l'édification d'un collège neuf, ce qui était alors envisagé avant de restaurer cet édifice. Et j'ai vécu cette aventure comme un pari, puisqu'il était absolument indispensable de faire la preuve qu'on pouvait sauver un édifice, qu'on pouvait s'épargner de le démolir et de le remplacer par un édifice finalement de qualité bien moindre. Merci.